Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'impact social et notamment l'impact de votre structure de projet d'innovation. Donc on peut passer sur mon deck de slides. Si vous l'avez. Ouais, super. Alors, en légère introduction, donc on a une petite demi-heure. En légère introduction, donc j'ai juste expliqué un petit peu ce qu'est mon activité. Donc moi, je dirige l'incubateur Évident, qui est un incubateur d'innovation sociale, qui est basé sur Lille et qui, du coup, rayonne sur l'ensemble des Hauts-de-France. Et notre mission, c'est de favoriser l'émergence de projets à impact sur le territoire, et notamment la notion d'impact social, puisqu'on peut considérer que l'impact est assez complexe à appréhender. Chacun revendique de l'impact, ça peut être de l'impact économique, ça peut être de l'impact sur ses consommateurs, etc., etc. Il existe aussi différentes formes d'impact. Nous, on va se concentrer sur deux formes sur lesquelles on se juge pertinent. Tout ce qui va être transition écologique, donc là, ce qui vous concerne, donc le bio, la circularité des déchets, le cycle de l'eau, etc., etc. Et aussi un deuxième volet sur tout ce qui va être industrie du care, donc silver economy, solidarité, handicap, inclusion, voilà, qui se retrouvent être de plus en plus liés d'ailleurs sur des projets entrepreneuriales avec la première thématique que j'ai expliquée. Donc du coup, comment accroître l'impact de votre projet ou de votre structure? Donc on va passer à la deuxième slide. Donc il n'y a pas d'impact sans modèle économique pérenne. Ça déjà, c'est la base de la base. Monter une structure, qu'elle soit associative ou commerciale ou coopérative, comme on voit maintenant, ne garantit pas, si on n'a pas une pérennité économique, on ne pourra pas délivrer notre impact de manière continue. Et donc, en fait, on va créer un épiphénomène de l'ampleur peut-être d'un l'équivalent d'un événement en termes de retombées. Et donc, du coup, si votre driver, c'est l'impact, il faut que votre modèle économique soit tourné dessus. Donc, lorsqu'on monte une activité à impact, assez facilement, on se retrouve à avoir des activités qui sont déficitaires, parce que ça reste encore assez schématique pour beaucoup d'acteurs de monter une activité impactante qui soit également rentable. Donc c'est pour ça que des acteurs comme moi existent aujourd'hui sur le territoire. Il y en a de plus en plus qui naissent. C'est comment, du coup, rendre ces modèles économiques nouveaux, soit hybrides, soit viables économiquement. Donc souvent, on va aller avoir des entreprises qui vont avoir une activité qui va être déficitaire, et pour qu'elle puisse exister et se pérenniser dans le temps, on va se retrouver du coup à devoir créer une deuxième activité qui, elle, va être rentable et qui va permettre du coup de financer le déficit de la première. Ou alors, pour certains cas, de plus en plus maintenant, mais ça reste quand même la marge aujourd'hui, c'est de trouver une activité qui est, elle, réellement impactante et qui s'autosuffit en termes de production et de valeur. Je pourrais y revenir si vous avez des questions sur ce sujet-là. Du coup, comment est-ce qu'on peut pérenniser son impact? On peut passer à la slide suivante. Et ben, en fait, il faut tout simplement être capable d'appréhender son écosystème. Donc, qu'est-ce qu'on entend par écosystème? Il faut bien comprendre que l'entreprise évolue dans un environnement. Donc en environnement économique, il y a donc les pouvoirs publics, il y a des partenaires financiers, vous allez avoir des partenaires aussi prestataires, par exemple, de votre structure, mais également tout ce qui va être politique, donc législateur, et aussi également tout ce qui sera lié à la concurrence de votre écosystème, notamment de votre secteur d'activité, pour ce qui est de l'agroalimentaire, mais aussi tout l'écosystème de vos prestataires de services, donc de l'approvisionnement jusqu'à la distribution. Vos clients font partie de votre écosystème, etc. Hyper important, du coup, d'être capable de les cartographier. Et pour ce faire, ce qu'il faut faire, c'est une prise de recul maximale. Donc, comme vous voyez, comme l'expliquait Frédéric dans le chat, une démarche, effectivement, de bilan carbone peut être une bonne manière de prendre du recul sur son écosystème. Mais il existe différentes façons de le faire. Moi, je conseille d'aller rapidement voir un cabinet de conseil en stratégie ou un incubateur comme nous, par exemple, pour justement être capable de se faire diagnostiquer un peu notre activité, comprendre dans quoi elle s'insère, comprendre la chaîne de l'impact, en fait, c'est-à-dire si aujourd'hui, moi, je fais venir ma production, enfin tout mon approvisionnement en dehors de l'Europe, quel va être le coût
de cet approvisionnement, au coût en valeur, donc on va avoir valeur monétaire, mais on va aussi avoir un coût environnemental. Et donc du coup, le prendre en compte est hyper important dans votre manière de délivrer votre produit, puisque ça va définir son niveau d'impact. Effectivement, plus vous allez vous approvisionner loin, comme l'expliquait Béatrice, plus l'impact négatif, donc les externalités négatives, vont venir peser, notamment en termes de carbone, sur le modèle économique et le modèle de valeur que vous souhaitez mettre en place. Donc là, soit on cherche à résoudre ce problème de distance par un nouveau type de personnes pour approvisionner, soit c'est impossible, et à ce moment-là, on va chercher à compenser ce carbone. Et donc là, on peut tout à fait faire appel à, si on prend un exemple, je dis n'importe quoi, on va avoir une usine qui fabrique, par exemple, des bâches à destination de, mettons, des services de fête, donc on va dire, vous savez, les grands barnums, les grandes tentes. Donc l'approvisionnement se fait, le montage se fait en France. Il se trouve que la seule usine qui produit ce type de bâches se trouve à Taïwan, par exemple. Et donc, on est obligé d'approvisionner depuis Taïwan. L'impact carbone, du coup, de cette action est très fort. Et donc, pour pouvoir le compenser, on va pouvoir aller en bout de chaîne, cette fois-ci, voir qu'une fois que les bâches sont découpées en tentes, les chutes de bâches peuvent être considérées autrement que comme des déchets. Et donc, du coup, on va être capable de sortir de nouveaux produits, ce qu'on appelle donc l'upcycling. Et peut-être que de ces bâches-là, on va pouvoir créer de la bagagerie, on va pouvoir créer des porte-cartes, des sacoches, voire de la un nouveau produit, on va dire, endogène de l'entreprise. Typiquement, peut-être des bâches, des tentes plus petites, ou ce genre de choses. Donc c'est là où en fait, pour générer de l'impact, il faut penser donc en amont de votre chaîne de valeur, mais également en aval. Donc pour appréhender son écosystème, donc être capable de bien lire cet écosystème-là va vous permettre de prendre des décisions pour modifier votre façon de créer votre valeur, de gérer vos externalités négatives, voire de les revaloriser pour forcément en avoir de moins en moins avec le temps. Ce sont de longs processus, hein, ça prend vraiment du temps, c'est hyper important de comprendre ça. C'est pas quelque chose qu'on consomme ou qu'on jette, c'est vraiment quelque chose qui s'appréhende, qui se travaille, qui se pose sur une stratégie et qui va du coup ensuite être dispensé. Et comme le posait la question Frédéric, c'est extrêmement important pour vous aujourd'hui en tant qu'acteur économique d'être capable également de communiquer sur le fait que vous êtes en train de mettre vos démarches en place. Pas pour faire du greenwashing ou du social washing comme on entend aujourd'hui, mais vraiment pour une logique d'informer vos clients, de sensibiliser vos clients et aussi l'ensemble de votre écosystème en venant le contaminer avec cette information. Vous allez en gros évangéliser votre écosystème sur votre manière de produire. Et par effet mécanique, levier assez bête, en fait, vous allez vous retrouver à être leader de ce changement dans la chaîne de valeur et dans la chaîne de production que vous avez, dans laquelle vous interagissez. Et paradoxalement, ça va venir renforcer le lien que vous avez avec vos consommateurs, renforcer le lien avec vos collaborateurs également, mais aussi en interne et en externe. C'est-à-dire, c'est un bon moyen de fédérer aussi vos employés autour de valeurs d'entreprise. Et Dieu sait que la culture d'entreprise est primordiale pour tenir le cap et éviter l'érosion RH. Et ensuite, en éduquant l'amont de votre chaîne, vous allez pouvoir vous retrouver en fait à avoir par exemple cette usine de Taïwan qui fait qui produit donc des tentes en polyuréthane, de la bâche en polyuréthane, va se dire que finalement, c'est le 5e client qu'elle perd cette année sur cette ligne de production. Et du coup, elle va penser à repenser sa manière de produire et peut-être induire plus de matériaux biosourcés ou repenser complètement sa R&D. Donc, de lui permettre d'innover en étant un signal par le bas de sa chaîne à elle. Donc, du coup, on arrive assez naturellement sur la slide suivante, qui est en fait une logique où il faut éduquer ses partenaires et il faut éduquer ses clients également. Comprendre comment ils utilisent vos produits, c'est bien. Les engager pour qu'ils utilisent vos produits d'une manière différente, c'est mieux. En étant prescripteur de nouvelles façons de faire, ça va vous renforcer,
votre image va être renforcée auprès de vos consommateurs. Et comme vous êtes dans une logique d'apprendre à mieux faire pour la planète, de toute façon, vous allez embarquer avec vous plus de consommateurs qui seront ces fameux consommateurs. Donc, soit en les convertissant à vos produits, soit en convertissant vos clients actuels en consommateurs. Donc, voilà en gros la logique. Les partenaires, c'est la même logique que ce que je vous expliquais avec cet exemple d'usine à Taïwan. En éduquant vos partenaires et vos prestataires à une nouvelle manière de consommer leur secteur, ça va les forcer à se positionner sur des nouvelles manières de produire ou des nouvelles manières d'appréhender leurs propres produits. Et donc, les forcer à innover. Sur la slide suivante, vous allez voir qu'on parle de cette notion d'impact. C'est hyper important de parler d'impact avec les acteurs de votre écosystème qui comprennent ce que vous entendez par le mot impact. Typiquement, aujourd'hui, si dans votre écosystème, vous travaillez beaucoup avec le secteur bancaire, lorsque vous parlez d'impact, ils vont penser impact économique. Aujourd'hui, l'impact économique est un driver, un indicateur qui est très prégnant dans les écosystèmes. Il est de plus en plus possible et de plus en plus légitime de parler avec des indicateurs d'impact sociaux. Typiquement, aujourd'hui, lorsque vous demandez du financement à des banques pour développer des produits, des projets ou d'investissement, etc., ou si vous êtes une association et que vous cherchez à avoir de la subvention d'investissement pour développer votre outil de production, la notion d'impact social est de plus en plus écoutée et de mieux en mieux mesurée et pèse du coup de plus en plus dans la décision finale de l'accès à votre dette ou à votre aide financière. Donc c'est quelque chose qu'il faut maintenant systématiquement anticiper. Et lorsque vous allez convaincre des clients, lorsque vous allez convaincre des partenaires, des prestataires, des acteurs de votre écosystème, il est hyper important de pouvoir ajouter dans votre débat commercial cette notion d'impact, puisque de toute façon, vous la générez. Donc, de ne pas communiquer dessus, aujourd'hui, ça représente un biais sur votre positionnement. Donc, je vous invite vraiment à communiquer sur l'impact environnemental, l'impact social que vous générez. L'ensemble de l'écosystème dans lequel vous gravitez vous en sera reconnaissant, puisque ça va les inciter également à communiquer eux aussi. Et vous allez avoir du coup un nouvel axe de positionnement pour vos produits qui sera très sincère, puisqu'il viendra de l'intérieur de votre structure, qui ne sera pas simplement un greenwashing. Vous allez contractualiser avec une agence de communication pour reverdir votre image. Si on passe à la slide suivante, je peux vous expliquer le cas d'une start-up que j'ai accompagnée cette année, il y a 3 ans, qui aujourd'hui, donc ça s'appelle Biodemain. Et aujourd'hui, c'est une start-up qui a pour objectif de favoriser la conversion des agriculteurs en conventionnel vers le bio. Il se trouve qu'aujourd'hui, moins de 5% des terres agricoles sont en bio, et donc ça laisse une très grosse marge de manœuvre pour inciter à ça. Et donc, les problématiques, c'est pourquoi les gens ne passent pas du conventionnel vers le bio, des agriculteurs, c'est qu'en fait, la démarche prend beaucoup de temps. On est sur un delta de 3 ans, où un agriculteur qui a déjà des revenus fragiles, on va dire, si ce n'est précaires pour certains, doivent investir énormément d'argent dans du matériel pour convertir leurs parcelles en bio. Ça prend 3 ans, et pendant ces 3 années, ils ne peuvent pas vendre au prix du bio, alors qu'ils engagent beaucoup. Donc, ils ont un déséquilibre de charge qui souvent soit les emmène à repasser en conventionnel, soit leur fait carrément passer la clé sous la porte. Du coup, cette entreprise-là a été créée pour accompagner les agriculteurs en rachetant leurs produits du coup, en transition écologique, en transition vers le bio, pendant cette période de 3 ans, et en l'amenant dans la grande distribution. Donc, vous avez sûrement peut-être déjà croisé sur la métropole européenne de Lille, et là, de plus en plus, parce qu'ils ont décroché des gros contrats, ils viennent de lever 1,5 million d'euros cette année en période Covid.
et viennent de passer à plus de 300 distributeurs. Ils sont passés de 2 personnes salariées à 20 en 1 an. Donc on est sur vraiment de la start-up éco-responsable qui scale, chose qui était a priori un ovni il y a encore quelques années. On a mis 3 ans à la sortir de terre et l'entreprise aujourd'hui cartonne réellement et est en train de renverser, on fait partie de ces acteurs qui vont renverser les logiques d'achat de la grande surface en étant capable de proposer sous la marque Biodemain des produits en transition dans les canaux de distribution, on va dire acteurs, type Biocoop, Bio C'est Bon, etc. Mais grâce à une deuxième marque qui s'appelle Transition, qui elle s'adresse aux grandes distributions, et là on parle de Carrefour, Leclerc, Auchan, va pouvoir demain encourager les entreprises, les agriculteurs, à passer du conventionnel vers le bio, en leur garantissant des débouchés de distribution auprès des acteurs de la grande distribution. Et donc là, on est réellement sur une innovation sociale où on avait un besoin qui était partiellement, voire peu couvert par l'existant et qui apporte du coup une réelle innovation. Donc, entreprise à suivre pour vous, acteurs de l'agroalimentaire. Et du coup, la dernière slide, c'est simplement une slide de remerciement. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Je suis là pour y répondre. Merci. Merci beaucoup, Tom, pour cette présentation, qui soulève quand même des questions très essentielles. On note également la notion d'avoir un modèle économique périn lorsqu'on fait un projet d'impact. Et justement, dans ce contexte, j'avais une question sur l'engagement. Tu as parlé de l'engagement des consommateurs et des clients. Je pense que c'est une question que beaucoup d'entreprises se posent, sachant que souvent on a affaire à des PME qui ont beaucoup de choses à gérer au quotidien. Mais du coup, de ton point de vue et de ton expérience, que mettre en place pour engager ses clients et ses consommateurs de manière pratique? Alors, il y a différentes façons. On peut tout à fait... en fait, l'objectif dans ce genre de choses, c'est que à la base, ce n'est pas votre métier de pivoter sur votre modèle économique, puisque l'opérationnel vous sclérose dans ce développement-là. Du coup, premier réflexe, c'est de se faire aider. Aujourd'hui, il y a pléthore de dispositifs qui aident à l'impact et qui vous accompagnent à améliorer votre impact. Déjà dans sa compréhension, parce que dire qu'on fait de l'impact, c'est bien, être capable de le justifier, c'est quand même un peu mieux. Et surtout que vous êtes sur des thématiques où aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous n'êtes pas assez vert, pas assez social. Là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est où est-ce qu'on situe notre discours, quelles sont nos attentes, et quels sont des objectifs. Aujourd'hui, on parle de mesures d'impact pour beaucoup de dispositifs et beaucoup de structures. Ce qu'on oublie de dire, c'est que l'impact, c'est des indicateurs. Donc, en gros, vous, aujourd'hui, si vous voulez monter une mesure d'impact, ou si vous voulez engager vos clients ou vos prestataires ou les membres de votre écosystème sur des démarches, je vous invite déjà à vous poser la question de quel indicateur d'impact je vais me fixer, quel KPI, en fait, je vais pouvoir positionner sur cette thématique-là, et je vais le développer en tant que projet de l'entreprise. Donc là, si déjà vous, aujourd'hui, vous êtes obnubilé par votre opérationnel, ou du moins bloqué par votre opérationnel, sachez que ça demande de libérer à minima 20% d'un ETP pour vraiment se poser la question et avoir un résultat dans l'année sur un projet d'impact de l'entreprise. Donc, mesurer son impact, c'est poser des indicateurs et ensuite les monitorer tout le long d'une période donnée via des KPI. Et ensuite, une fois que c'est fait, on fait une restitution. Et cette restitution normalement sert à améliorer la stratégie de l'entreprise pour tendre vers plus d'impact. Et dans un deuxième temps, peut servir également à communiquer sur l'engagement de l'entreprise par rapport à son écosystème, l'engagement de son entreprise par rapport à ses clients, l'engagement de son entreprise par rapport à son secteur d'activité au sens large.
Mais en fait, il n'y a pas de recette en tant que telle. Il y a vous, avec votre envie d'aller sur ce chemin-là, d'engager le processus, de se faire accompagner pour déjà s'acculturer le plus possible et de la meilleure des manières à ce qu'est la notion d'impact social. Et une fois que ça, c'est bien assimilé, instaurer une politique de transition ou de changement dans le cœur de votre modèle économique ou le cœur de votre modèle de rentabilité. Voilà, en gros. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Anna. Je pense que les éléments que tu donnes sont assez pertinents et très intéressants. Et je pense que, comme tu le disais, ça dépend de chaque entreprise, du secteur d'activité, de son organisation. Et finalement, il y aura un intérêt justement à se rapprocher de structures justement comme la vôtre ou d'autres acteurs de l'écosystème justement pour travailler sur ces problématiques de manière un peu plus fine et pouvoir sortir quelque chose d'assez intéressant et communiquer là-dessus. Alors, d'autres questions également qui viennent en lien avec Biodemain. Nous avons une question sur le nombre d'agriculteurs engagés aujourd'hui avec Biodemain et globalement, quel est le coût du service? Alors, ça, je vous invite à aller voir sur leur site internet qui n'est visiblement pas à jour, puisqu'aujourd'hui, je vois qu'il n'y a que 30 agriculteurs engagés sur leur site, alors que leur dernière présentation auquel j'ai assisté il y a encore 3 semaines, on était en plusieurs centaines. Donc, je peux vous garantir que c'est un élément qui fonctionne très très bien. De mémoire, on était sur quelques centaines, on était à plus de 500. Ils ont aussi un indicateur, eux, d'impact, notamment en volume d'agriculteurs. Ils ont également en mètres carrés de parcelles transformées. Et ensuite, ils vont en voir en volume de chiffre d'affaires. Typiquement, aujourd'hui, ils vont être capables, eux, de monitorer, comme ils ont été acculturés dès le début, dès la genèse de leur projet à l'impact social. Nous, on les a accompagnés, ça faisait 1 mois qu'ils avaient l'idée de l'entreprise. Et ils ont été biberonnés à l'impact social et à la position de l'impact social dans leur modèle économique. Et il se trouve qu'ils font partie de cette nouvelle génération d'acteurs qui émergent, d'entrepreneurs qui, au-delà de la rentabilité de leur entreprise, souhaitent avant tout changer les choses sur des secteurs qu'ils ont identifiés. Donc on est vraiment sur des logiques d'innovation sociale et tout l'enjeu d'identifier la problématique sociale auquel ils s'adressaient était surtout de rendre pérenne cette activité et comment construire un modèle économique autour de tout ça. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il faudrait les voir sur alors pas sur leur site, mais il doit y avoir des papiers qui tournent, ils sont souvent dans la presse, dans les médias. Je vous invite à vous renseigner un peu sur cette structure qui vraiment est hyper intéressante dans la démarche et qui génère réellement de l'impact et on n'est pas sur de la communication. Une dernière question, du coup, avant de passer à la suite. Avez-vous connaissance de partenariats spontanés entre entreprises et clients pour faciliter une démarche sociale et environnementale? Alors, oui, il y en a beaucoup. En gros, généralement, c'est soit à l'initiative d'un tiers. Typiquement, je ne sais pas si vous connaissez les Living Labs, qui sont des centres d'innovation, en fait, où justement le client ou l'utilisateur final est au cœur de l'ingénierie de création de valeur. Donc là, vous allez pouvoir avoir des grands groupes, en gros, l'ensemble de la chaîne des acteurs présents sur la création d'un produit ou d'un service. On va être là, y compris les concurrents. Et l'objectif, c'est de mettre en commun les données de développement de chaque structure pour en tirer des personas, pour en tirer des solutions concrètes à des problématiques clients. Donc on est vraiment là user-centric, où on va avoir uniquement une offre de service l'offre de service est créée uniquement pour répondre à un besoin client et non plus pour répondre à des problématiques de rentabilité d'entreprise. C'est ça qui est hyper important de comprendre. Depuis une dizaine d'années, il y a eu un grand changement de paradigme où, en gros, on pourrait décliner les PME en 3 grandes phases. La première, c'était la PME de nos grands-parents, où on allait avoir, ou de nos parents, où
je suis maçon, je construis des murs, j'ai un client, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5, je dois avoir un autre maçon qui vient avec moi, donc j'embauche un maçon. J'ai beaucoup de coups de téléphone, du coup, j'embauche une secrétaire et on vient internaliser comme ça l'ensemble des fonctions dont on a besoin. Ensuite, on a eu une deuxième phase qui est plutôt de délocalisation, de relocalisation des compétences, où on va se retrouver en fait à avoir, j'ai besoin d'avoir un nouveau maçon, je vais prendre quelqu'un en freelance capable de venir combler cette chose-là. Donc, il n'est pas internalisé à l'entreprise. J'ai besoin, je vais aller utiliser un service dématérialisé de secrétariat. Ponctuellement, je viens chercher un maître-heure. Voilà. Là, on va avoir des choses où on a les compétences autour de l'entreprise pour faciliter sa flexibilité et être capable d'encaisser les différences, les variations de chiffre d'affaires et les variations du secteur. Là, aujourd'hui, on est sur une troisième phase de développement d'entreprise où, en fait, on identifie des problématiques chez des consommateurs, chez des clients potentiels, des gens qui vont avoir donc des éléments de frustration par rapport à l'écosystème actuel. Et on vient capitaliser là-dessus pour créer une offre sur mesure. Et donc, en fait, c'est le besoin client qui appelle à la création d'une valeur, et cette valeur-là vient répondre exactement à son problème, et on vient construire une entreprise autour. Et c'est là que c'est extrêmement important de saisir ce changement de paradigme, c'est qu'il y a des entreprises qui vont être capables d'adapter leur offre aux besoins des clients, et des entreprises qui vont continuer à faire des produits comme eux le sentent, et vont chercher désespérément à le vendre à leurs clients, donc prendre le chemin inverse. Et ces entreprises-là, si elles ne sont pas capables de franchir ce pas-là, de modifier leur façon d'appréhender leur relation avec leurs clients, ces entreprises qui vont être dépassées dans les années qui viennent, qui ne seront plus capables de faire face à des entreprises qui, elles, répondent, des nouvelles entreprises qui arrivent très agiles, avec des offres extrêmement pertinentes et souvent monoservices ou monoproduits. Pour vous donner un exemple, on a Uber, qui est une petite PME qui se développe plutôt pas mal ces derniers temps. Et aujourd'hui, tout est basé sur un modèle de scalabilité et un modèle basé sur la frustration de l'engagement autour du taxi. Aujourd'hui, prendre un taxi en France, c'est compliqué. OK, ils vont pas où on veut, c'est cher, et des fois, ils ne prennent pas. Du coup, ça, c'est un élément de frustration de l'utilisateur. Qu'est-ce que Uber a créé? Une offre où on va toujours où on veut, les gens sont toujours sympas, et en plus, ils nous amènent à un prix donné, flexible, transparent. On regarde, on voit au kilomètre près le rodateur qui se déroule en toute transparence. Et donc, du coup, en amenant ça, ils ont créé une offre de service monotâche où, en fait, les utilisateurs, qui eux sont les chauffeurs de taxi, sont connectés à une plateforme qui offre cette transparence-là à l'utilisateur final qui va être le client. Et donc, c'est hyper important pour vous, si vous êtes dans des processus où vous êtes, on va dire, en train de vous creuser la tête sur comment vendre votre produit à vos utilisateurs, essayez de réfléchir dans une démarche d'innovation, de réfléchir plutôt à quel est, dans votre secteur d'activité et votre capacité de moyens, le produit qui aujourd'hui soit manque à vos utilisateurs ou qui frustre vos utilisateurs, même au sein de vos propres produits. Donc, c'est vraiment une démarche de prise de recul sur votre activité. Et pour que ce soit fait de manière qualitative, il faut allouer du temps, un temps certain à ça. Soit vous l'avez en interne, en ressources, dans ce cas-là, c'est du refléchage. Soit vous ne l'avez pas, et à ce moment-là, il faut missionner une entreprise tierce qui va vous aider à faire ce travail-là, donc un cabinet de conseil, par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je pense qu'elles sont bien illustrées également par Laura qui me dessine une main qui justement illustre la notion de partenariat. Et je pense que le son de cloche est quasiment le même, ce qui confirme justement les propos également de Béatrice qui parlait justement de mettre le consommateur au centre du processus d'innovation. Et c'est intéressant de voir également tous ces points de vue qui convergent. Merci beaucoup Tom pour cette intervention.